Bonjour à toutes et à tous, merci de participer avec nous à ce webinaire IAD Talk. C'est le quatrième rendez-vous de l'année avec IAD. Leader, je le rappelle, des réseaux de mandataires en France avec ses près de 13 000 conseillers. Alors deux thèmes vont nourrir ces échanges ce matin avec nos invités. Alors d'abord, on va décrypter le marché 2024 et puis aussi on dressera un petit peu les perspectives, les prévisions pour 2025, donc pour ce marché immobilier. Alors trois invités avec nous. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Anaïg Lemer. Vous êtes donc la députée de la première circonscription du Finistère et depuis début décembre du CNH, présidente du CNH, le Conseil national de l'habitat. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Et je rappelle que vous êtes aussi la co-rapporteure de la loi sur la régulation des meublés touristiques, dont nous aurons bien sûr l'occasion de parler ce matin. Avec nous également Romain Bertrand. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de la start-up Oki, spécialisée donc destinée aux agents immobiliers et spécialisée dans le homestaging virtuel. Alors ensemble on parlera de l'entrée fracassante de l'intelligence artificielle dans le monde de l'immobilier. Et enfin bien sûr avec nous Olivier Descamps. Bonjour Olivier. Bonjour Christian. Directeur général d'IAD France. Alors on va commencer avec vous. Olivier, une première question pour vous. Alors je sais que votre exercice fiscal se termine fin juin, mais est-ce que d'ores et déjà on peut faire un petit bilan sur l'année 2024 concernant votre dynamique sur le plan commercial, à la fois en prise de mandat et en transactions réalisées. Et alors après, on reviendra tous ensemble sur peut-être aussi les conséquences de l'instabilité politique sur le marché immobilier. Déjà, factuellement, comment s'est passé 2024 chez IAD ? 2024, IAD a suivi le marché, a fait mieux que le marché, mais a suivi le marché avec deux grandes périodes. Le premier semestre, qui a lui été très dur, avec des régressions en termes de signature de compromis, et le second semestre qui est plutôt très bon, puisque là on termine le mois de novembre par exemple avec un plus 40% de signature de compromis par conseiller. Donc une première partie de l'année avec une régression de signature de compromis, et la seconde depuis le mois de juin qui va beaucoup mieux. Les mandats, à la question des mandats, nous on a toujours progressé en mandat, c'est-à-dire qu'on était toujours en progression de prise de mandat, c'est-à-dire que les vendeurs étaient toujours en appétence sur l'immobilier, et ensuite la difficulté était évidemment de les convaincre de se mettre au bon prix au regard de l'augmentation des taux. Donc voilà, on vit là un retournement de marché. Sur le marché en général, je pense que là, on est arrivé, et je dis souvent, on a touché le fond de la piscine. Je pense qu'on va tout doucement remonter. Là, le marché avait perdu 2-3 000 transactions sur les 12 derniers mois. Je pense qu'on va progressivement remonter en termes de transactions. Mais en tout cas, le second semestre est très très fort. Donc une année un peu crescendo entre la première partie d'année et la deuxième. Exactement. Très bien. Anaïg Lemer, alors vous êtes au cœur, vous, de la politique, bien sûr, en tant que député. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une analyse sur finalement quels ont été les impacts de cette instabilité politique sur le marché immobilier ? Quand on parle de marché immobilier, plutôt dans l'ancien. Parce qu'on sait que l'immobilier, c'est une question de confiance. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un éclairage là-dessus ? Un éclairage, je pense qu'il vaut pour le marché de l'immobilier comme pour toute chose, c'est-à-dire qu'actuellement on est dans une situation d'instabilité où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc on n'a pas de projet qui se décrivent, on ne peut pas se projeter en fait sur l'avenir. Donc effectivement, ça a créé une situation de gel, de blocage dans tous les marchés qui fait que les gens n'ont pas investi, les gens n'ont pas vendu, n'ont pas acquis. Enfin, il y a eu vraiment une situation un peu d'attente de voir qui allait sortir du chapeau, comment on allait se projeter sur l'avenir. On n'a pas de budget, donc ça a quand même heurté pas mal les Français et ça a heurté aussi tous les investisseurs pour pouvoir évoluer et continuer à investir. Oui. Donc on est vraiment dans cette situation-là qui se débloque, je pense progressivement, qui va se débloquer parce qu'il y a un petit peu un constat d'habitude, entre guillemets. Maintenant, on sait que ça sera comme ça peut-être pendant quelques temps. Donc il faut quand même avancer dans cette situation qui est un petit peu nouvelle. Très bien. Alors avec vous Romain, vos clients ce sont donc les agents immobiliers. Est-ce que vous avez peut-être aussi un retour terrain à nous donner sur peut-être quel est leur sentiment, quel est peut-être leurs espoirs aussi pour 2025 ? Ouais, tout à fait. Et je rejoins du coup ce qu'a dit Olivier et Anaïg. Globalement, on a senti un vrai crescendo monter en puissance au cours de l'année, surtout après donc la rentrée de septembre où beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de personnes prêtes à payer aussi pour des solutions liées à l'intelligence artificielle. Mais globalement, c'est vrai que les gens, on sent qu'il y a une attente. On ne sait pas effectivement ce qui nous attend pour 2025 et les gens sont prudents. Et nous, ça se traduit notamment par nos abonnements puisqu'on a une formule mensuelle et une formule annuelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, celle qu'on vend le plus, c'est la formule mensuelle. Les gens ne veulent pas s'engager, sont dans l'attente et attendent de voir. Et en plus, vous avez lancé votre entreprise cette année dans un contexte un petit peu compliqué quand même. Ça a été ? C'est conforme aux attentes ?
Alors, Est-ce que c'était peut-être un pari risqué? Alors le pari était relativement peu risqué dans le sens où on fait de la techno et tout a été développé en interne, donc avec des investissements modérés. Donc la solution, nous, elle a été commercialisée en octobre 2023, donc ça fait tout juste un an. Et aujourd'hui, on équipe à peu près 10 000 professionnels de l'immobilier qui tous les mois utilisent notre solution de home staging virtuel. Ça représente 300 000 rendus générés tous les mois, donc on est quand même sur des volumes qui montent en puissance. Et globalement, le pari était pas trop risqué et on est assez content de nos résultats et on attend beaucoup de belles choses sur 2025. Très bien. Alors Olivier, vos effectifs ont finalement assez peu évolué. Vous êtes passé, je crois, vous avez perdu peut-être 1000 conseillers. Est-ce que c'est plutôt une bonne performance selon vous? Comment est-ce que vous analysez aussi cette évolution des effectifs chez IAD? Aujourd'hui, on est 14 000, presque 14 000 en France. On est un peu plus de 17 000 dans le monde, puisqu'on est dans 8 pays. Effectivement, on a perdu plus de 1000 conseillers. Donc, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au regard du réseau, on se dit, nous, notre ambition, c'est de faire changer des vies, d'accompagner des entrepreneurs à réussir. Quand le marché est difficile et que je ne réussis pas, on est plutôt déçu de voir des personnes qui ne réussissent pas au sein du réseau. Néanmoins, c'est vrai, si on regarde ça en macro, on a plutôt bien résisté. Et on a surtout bien résisté parce que la croissance de signatures de compromis et d'actes est forte par conseillers étant dans le réseau. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui nous a fait réussir? C'est qu'aujourd'hui, on parlait d'outils. Nous, on a un pack chez nous, un pack de services et de solutions et de diffusion qui a permis à nos conseillers de résister à tout ça. Deuxièmement, on a la formation. On parlait tout à l'heure des prix. On dit souvent qu'il faut faire entendre raison aux vendeurs pour avoir des prix qui soient justes par rapport à l'équilibre du marché entre ce que vaut mon bien et ma capacité à rembourser le prêt avec une augmentation forte des taux qui s'est arrêtée là vers le printemps. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a accompagné dans des webinaires, dans des formations, nos conseillers, parce que ce marché qu'on a appelé un marché acquéreur, qui est devenu avec les acquéreurs qui avaient la main, il fallait les accompagner. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est déçu d'avoir des conseillers qui n'ont pas réussi, mais on est très content d'avoir une majorité de conseillers qui a réussi. Et le troisième élément majeur, pourquoi ils ont réussi et pourquoi on a résisté, parce que dans notre modèle, il n'y a pas que la transaction, il y a aussi le fait de créer son entreprise et d'avoir des revenus liés à l'entreprise qu'ils ont créée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis uniquement un négociateur, quand je fais 2-3 ventes de moins, je perds le revenu équivalent en 2-3 ventes. Nous, quand j'ai une équipe de 10, 15, 20, 30 personnes, évidemment, je peux voir mes revenus un peu baisser, mais j'ai des revenus récurrents qui me permettent de résister par rapport à la crise, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc là, on parle du marketing de réseau qui reste un des piliers essentiels du modèle IAD. Nous, on a 2 piliers essentiels. C'est-à-dire que nous, on est très clair, c'est IAD création immobilier à domicile. Donc nous, on dit, il n'y a pas de place pour un modèle physique chez nous, parce que c'est trop lourd, trop difficile à faire vivre. Et on l'a vu, quand il y a 1700, 1800 agences qui malheureusement ont dû fermer, c'est pas une bonne nouvelle pour la profession. Nous, on est très arc-boutés sur le fait de voyager léger, donc pas d'agence. Et ensuite, que chacun, quelles que soient ses conditions financières, quelle que soit sa capacité financière, puisse créer une organisation de 10, 20, 30 personnes, uniquement avec le même abonnement, plutôt que de devoir avoir des droits d'entrée, de payer des loyers, de payer, bref, tout ce qu'on connaît sur un commerce physique, de ne pas l'avoir. Donc on est arc-bouté dessus. Et sur le plan du recrutement, parce que vous en avez perdu certes, mais j'imagine que vous en avez aussi recruté, quels étaient les profils là aussi, peut-être certainement aussi en provenance d'agences immobilières? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a eu moins de recrues que plus de départs, si on regarde nos chiffres de façon très analytique. Et en fait, quand on a un an d'immobilier bashing en disant l'immobilier se casse la figure, les agences immobilières ferment, les taux grimpent, en gros, si tu veux te reconvertir, si tu veux arrêter d'être journaliste pour devenir agent immobilier, tu rentres chez toi, on dit non, c'est pas vraiment le moment. Donc on a vu là des entrées qui étaient plus faibles, parce que nous, notre vocation, c'est d'aider les gens à changer de vie, quel que soit leur profil. Par contre, on a appris une chose intéressante. On a appris 2 choses dans cette crise. La première, qui est liée à la première question, c'est que notre modèle, il est tout-terrain. C'est-à-dire que très souvent, on a entendu dire « Ah oui, il est mandataire, et fortiori IAD, puisqu'on est leader de la profession. Vous réussissez parce que vous êtes porté par la croissance du marché. » Là, on vient de démontrer que dans un marché en régression, notre part de marché progresse. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on est un peu moins jeune que toi, mais on n'a que 16 ans. Donc, on n'avait jamais vécu une telle crise. Donc, démontrer que dans une période où le marché régresse, il régresse de l'ordre de 36% en 3 ans. Donc, c'est gigantesque. Les parts de marché d'IAD progressent. Donc ça, c'est rassurant pour nous. Et la deuxième élément, c'est qu'on n'était pas connus. On a appris parce que malheureusement, quand les agences ferment, les professionnels qui n'ont plus de job viennent nous voir. Donc, voilà...
qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Et ils ne savaient pas, par exemple, qu'on avait des taux de rémunération qui étaient de l'ordre de 50% plus élevés que dans une agence classique. Ils ne savaient pas qu'il y avait le marketing de réseau. Ils ne savaient pas que chez IAD, chacun est propriétaire de son fonds de commerce et ce n'est pas que le franchisé qui a le fonds de commerce. Donc effectivement, on a muté un peu, c'est-à-dire qu'on avait de l'ordre de 12% de professionnels en agence qui nous rejoignaient depuis maintenant 10-12 ans. Et là, on est passé à plus de 20% de pros en agence qui nous rejoignent. Donc cette crise, elle a été quelque part un peu bénéfique pour nous. Nous, on n'a pas changé notre façon de recruter. Par contre, on a aujourd'hui une attractivité plus forte, une appétence plus forte des pros en agence pour venir dans notre réseau de par cette crise. Donc ça, c'est plutôt quelque part je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas, c'est une mutation des profils des gens qui nous rejoignent avec une proportion, plus 50% de pros en agence qui nous rejoignent pour créer leur fonds de commerce et avoir une rémunération plus élevée. Très bien. Alors on va changer de sujet avec vous, Anaïg Lemeur. Donc cette année fut une année très riche pour vous puisque vous avez porté donc cette loi sur la régulation des meublés touristiques qui a été votée le 19 novembre, si je ne dis pas de bêtises, c'est cela. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler les grandes lignes et peut-être aussi nous dire quelles ont été vos principales motivations pour porter ce texte et son contenu? Oui, je vais expliquer un petit peu la genèse, comment on en est arrivé là. Donc il y a eu en fait une succession de rapports que j'ai pu mener. Notamment avec des collègues, dont Vincent Roland, qui est LR. Je précise à chaque fois parce que c'était intéressant de faire un texte qui était transpartisan dans le contexte qu'on connaît actuellement, montrer qu'on peut travailler en fait avec tout le monde et avec tous les territoires. C'était un petit peu l'objectif des travaux que j'ai pu mener. Donc on avait fait un premier rapport sur trouver en fait à faire baisser le prix du logement en France. Quels étaient les moyens? Donc c'était un peu le constat d'analyse de dire que cette crise elle était multifactorielle et que quel levier on pouvait actionner à court, moyen et long terme. C'était un petit peu l'objectif du premier rapport. Suite à ce premier rapport, plusieurs autres rapports, un notamment sur le lien emploi-logement, parce qu'on voyait que les entreprises avaient du mal à recruter du fait du manque de logement. Moi, je suis dans un territoire très attractif, je suis en Finistère, où il y a beaucoup d'industries agroalimentaires, et elles peinaient effectivement dans leur recrutement, et elles pouvaient recruter, mais les gens ne trouvaient pas de logement, donc refusaient des fois des CDI, ce qui paraissait complètement aberrant dans le contexte, mais c'était vraiment le cas, on était en plein emploi. Et à la suite, j'ai voulu saisir le sujet effectivement de la location de courte durée parce que de nos travaux, c'est ce qui ressortait un peu comme l'irritant sur nos territoires. On voyait des manifestations, des tags sur les maisons en disant rendez-nous nos maisons, on veut pouvoir... c'était une lutte contre les volets clos où il y avait vraiment beaucoup de tensions et parce que les gens n'arrivaient pas à se loger tout simplement. Y compris à Paris, je crois qu'on parle de 300 000 logements qui sont inoccupés. Je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'est colossal. Ah oui, c'est colossal. Et puis, alors, il y a plusieurs formes. Il peut y avoir de la vacance réelle, qui est liée justement à de la détention sans occupation. Mais il y a aussi, effectivement, des occupations qui étaient que saisonnières ou temporaires, qui irritaient un petit peu les gens qui, eux, travaillaient sur le territoire, refusaient des emplois, faute de logement, ou devaient s'éloigner de plus en plus, avec les crises qu'on connaissait au niveau énergétique et notamment au niveau de l'essence. C'était complètement incohérent par rapport à nos objectifs aussi politiques qui étaient de préservation de l'environnement, de travailler dans des bassins de vie. Donc effectivement, la proposition de loi, elle a été construite en fait par les élus locaux, par les collectifs aussi citoyens, qui nous ont en fait donné des solutions qui étaient faites déjà ça et là. Par exemple, la ville de Saint-Malo, la ville de Bayonne, La Rochelle, Annecy ont été des partenaires, même la ville de Paris, pour mettre en œuvre en fait des outils. Donc les outils en fait sont de plusieurs niveaux. On a mis d'abord tout ce qui est un numéro d'immatriculation. Donc ça, c'est une réglementation européenne qu'on ramène au droit français, qui est que maintenant, chaque appartement aura un numéro d'immatriculation. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on demandait un changement d'usage, on donnait une adresse. Et donc, une adresse, on pouvait avoir 4 ou 5 biens à la même adresse qui était en location de courte durée. Maintenant, c'est habitation par habitation. Ça change un peu la donne parce qu'on devra demander 4 changements d'usage et non pas un seul comme avant les gens faisaient. Après, on a une partie plus réglementaire qui est plus à la main des maires. Donc les maires vont avoir, et c'est ça le cœur de la proposition de loi, parce qu'on nous a amené beaucoup sur le fiscal, mais le cœur, c'était justement la réglementation en termes de quotas, notamment, de désigner des zones dédiées à la résidence principale. Oui. On a mis en fait toute une boîte à outils divers et variés. Comme je dis, les maires, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent pas, en fonction de leur territoire et leur objectif. S'ils veulent développer une économie réelle ou une économie liée au tourisme, c'est eux qui en font le choix en fonction du bassin de vie. Et on a appris que Montpellier et Paris étaient en première ligne déjà pour abaisser la durée des locations, passer donc de 120 jours
À 90 jours. Alors ça, c'est sur la résidence principale. Sur la résidence donc principale, c'est pas exactement la même motivation. La motivation sur ce terme-là, qui moi j'avais mis un petit peu en doute au départ, parce que comme c'est la résidence principale, ça heurte pas le marché classique de longue durée. Donc du coup, c'était fait effectivement pouvoir passer de 90 jours uniquement, c'est parce qu'on avait beaucoup de fraude à la résidence principale, c'est-à-dire des gens qui inversaient pour pas payer la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, inversaient, comme elle avait été majorée, inversaient leur domicile de façon frauduleuse et comme ça pouvaient continuer à louer en courte durée sans être réellement occupant et en plus n'avaient pas le changement d'usage à demander. Donc du coup, c'était fait pour diminuer un petit peu cette opportunité. Et bon, voilà, on testera. Comme je dis, certains voulaient 60 jours, 30 jours. On a même eu la maire de Biarritz qui a dit « Mais moi, résidence principale, c'est 0. On ne devrait pas pouvoir louer en location de courte durée. » Après, ça met du beurre dans les épinards. Ça ne capte pas des biens qui sont à vocation de longue durée. Voilà, on teste à 90 jours. On verra qui la prend. On n'est pas d'obligation. Les gens font ce qu'ils veulent. Très bien. Romain, Olivier, c'est une bonne idée selon vous, cette loi ? Est-ce que vous aviez un avis ? Non, mais effectivement, oui, je pense que c'est une bonne idée. Il y a eu beaucoup d'abus et on l'a vu à Paris, même pendant les JO. Donc, oui, je pense que effectivement, ça va dans le bon sens. Ouais. Olivier, vous avez une remarque à faire sur cette loi ? J'ai eu l'occasion d'en échanger. Le politique encadre et l'entrepreneur entreprend. Donc, je pense qu'il faut toujours un cadre. Et dans ce cadre de jeu, l'entrepreneur entreprendra. Et aujourd'hui, on sait, moi, pour habiter dans une station touristique, évidemment, c'est toujours très difficile de voir des salariés dans les boutiques, dans les magasins, dans les restaurants, devoir habiter à 30, 40 km de leur lieu de travail parce que les logements sont vides, parce qu'ils seront loués le week-end pour les touristes qui viendront profiter de la station. Donc ça, moi, je pense que c'est bien. Le deuxième point qui est majeur, donc ça, on peut l'encadrer. Le point qui est majeur, c'est redonner la main au maire. C'est-à-dire, quel est le projet pour ta ville, qu'est-ce que je veux pour ma ville, et ensuite les électeurs vont élire un maire en disant je veux que la ville soit une ville touristique plus, je veux un équilibre, je veux garder des logements parce que je suis à Toulouse et j'ai besoin d'embaucher, ou en Bretagne dans l'agroalimentaire. Moi je pense que le cœur du sujet c'est la boîte à outils et de donner la main aux élus locaux, ça c'est ce qui est majeur. Et pour la résidence secondaire, c'était aussi peut-être notamment pour les retraités, c'était aussi peut-être une source de revenus supplémentaires aussi. Oui, mais ça le sera toujours. On interdit pas. On n'interdit pas. On régule, on n'interdit pas. Voilà, on régule, on n'interdit pas. Et la dernière partie, en fait, de la proposition de loi est liée à la fiscalité. C'était la première fois qu'on mettait de la fiscalité dans un texte d'initiative parlementaire. Ça ne se fait pas. D'habitude, c'est au projet de loi finance. On l'a fait pour mettre un peu le pied dans la porte et parler vraiment logement et que ça parle aussi de fiscalité liée au logement. Et c'est vrai que là, on a changé un petit peu aussi la donne, parce qu'avant, il était beaucoup plus favorable de louer en courte durée par rapport à la longue durée. Moi, j'aimerais bien déjà rééquilibrer, voire inverser le schéma, c'est-à-dire que la personne qui loue en longue durée, j'espère que demain, elle sera plus favorisée fiscalement que l'inverse, sachant que les loyers ne sont pas les mêmes, etc. Voilà, c'est une envie politique que l'on porte, un projet politique que l'on porte. J'espère qu'on arrivera à aller jusqu'au bout. Très bien. Intéressons-nous à présent à 2025. On va revenir un petit peu sur la crise institutionnelle qu'on vit. On va certainement avoir un gouvernement prochainement. Est-ce que selon vous, je vais m'adresser à vous, Olivier, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce serait peut-être pas mal. Je prends déjà un premier risque là. Très bien. Alors je prends un risque. Est-ce que le fait en espérant que cette crise s'arrête, est-ce que ça va débloquer le marché ? Bien qu'il soit déjà un petit peu débloqué, qu'est-ce qu'on peut faire comme perspective pour 2025 ? Très difficile. Tu vois, moi j'ai toujours reprenons les articles de presse, reprenons même notre propre déclaration il y a 18 mois, qui avait annoncé un moins 30 en transactions. Je n'ai pas vu beaucoup de monde le dire. Compliqué. Après, sous forme de boutade, je pourrais dire depuis qu'il y a la dissolution, c'est là où on est en progression de 30 à 40%. Donc est-ce que nous, on souhaiterait l'instabilité plus longtemps pour continuer à faire 40% de croissance ? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas... Et vous l'expliquez comment, ça ? Ça paraît... Il se passe deux choses. Il y a deux phénomènes forts. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on estime, nous, à 820 000 euros les transactions de nécessité. Donc ce qu'on appelle... mutation, agrandissement de la famille, décès, divorce, tout ce qu'on connaît. Donc là, on a touché le fond. Donc à la fin, je suis obligé de vendre parce que là, j'ai résisté parce que je voulais pas baisser mon prix. Et là maintenant, la mutation arrive. C'est la deuxième, je refuse. Ça fait maintenant 4 mois que nous vivons à 3 dans l'appartement qui était prévu que pour nous deux depuis qu'on a eu un bébé. C'est compliqué. Donc ça, le marché se détend. Deuxième élément majeur, ce sont les taux.
on a vu très mécaniquement que la baisse des taux, notamment quand on est repassé en deçà des 4, et on verra, on pense qu'on va dans quelques mois repasser en deçà des 3%, ça redonne de l'énergie et les Français disent « Ok, j'y retourne ». Donc ça, c'est les 2 points qui ont été majeurs dans cette reprise. Sur la perspective aujourd'hui, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que nous, comme pour la loi, il y a une loi, elle est claire, on joue avec les règles du jeu. Nous, on est comme une équipe de sport. Hein. Il y a des règles du jeu, on joue dans le terrain de jeu et on respecte. Le vrai problème, c'est quand il n'y a pas de règles, ou que les règles qui sont données, on ne les connaît pas. Là, les droits de mutation, est-ce que... on en reparlera après, les droits de mutation. Est-ce que le PTZ va être élargi? Bref, tous ces sujets-là. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est un gouvernement qui donne des directives claires, qui soit plus orienté vers le logement qu'il ne l'a été, qui n'arrête de voir le logement, l'immobilier, comme de la finance, et qui ait une conscience aiguë que derrière, il y a des gens, des hommes et des femmes, je répète à chaque fois, aujourd'hui, les campings dans certaines métropoles, en périphérie, sont remplis d'étudiants qui ne trouvent pas d'endroit pour se loger. Il y a des étudiants qui refusent des écoles où ils sont admis parce qu'ils ne trouvent pas de logement, ils ne trouvent pas, ou ils trouvent à des prix qui sont complètement dingues. Donc nous, l'attente est très claire, c'est de revenir sur les propositions qu'on a déjà portées, notamment via Daniel Dubrac, présidente de l'UNIS, c'est d'avoir une clarté sur les investisseurs, comment leur redonner confiance, comment aider les primo-accédants. Donc tous ces sujets-là, on les connaît. Le DPE, comment on détend toutes les obligations en termes de logement. Donc nous, on pense que, et pour revenir sur le marché, je pense que le marché va redémarrer progressivement, il ne va pas repartir brutalement, mais on verra dans 6 mois si je me trompe ou pas. En tout cas, il va repartir en croissance, et je pense qu'on se stabilisera autour des 915 930 000 transactions. On ne croit plus aux 1 200 000 transactions qui étaient anormales, qui étaient atypiques par rapport à ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on pense qu'un marché normal entre les ventes de nécessité et les ventes de confort, autour de 920 000 transactions, sera un marché qui redeviendrait, je dirais, correct en termes de volume. Et vous, Romain, quelles sont vos perspectives aussi pour 2025 ? Comment est-ce que vous envisagez un petit peu les choses au niveau de la dynamique commerciale ? Est-ce que déjà vous ressentez que ça va repartir ? Oui, globalement, je rejoins tout à fait ce que dit Olivier. On sent que la dynamique est plutôt bonne, ça va dans le bon sens, même s'il y a forcément cette incertitude. On attend le nouveau gouvernement, on attend les projets de loi qui, a priori, devraient être quand même assez proches de ce que M. Barnier avait commencé à évoquer. Voilà. Après, moi, j'ai plus des interrogations, et peut-être que Mme Lemeur aura plus de retours sur notamment tout ce qui va être taxation, parce qu'il y a toujours quand même ce projet de réduire le déficit public, donc de trouver des recettes quelque part, et donc est-ce que ça ne va pas se retrouver sur la taxation des flux avec potentiellement la taxe, le DMTO, on y reviendra, ou la taxation des stocks avec la taxe foncière, et pourquoi pas le retour de la taxe d'habitation. Enfin, voilà, il y a d'autres choses aussi qui pourraient être un peu plus inquiétants, mais globalement, j'ai l'impression que ça va quand même plutôt dans le bon sens. Donc les perspectives, de toute façon, on est obligé de penser qu'elles seront bonnes. Hein. On n'a pas le choix. Et alors, on sait que les investisseurs ont été aussi un peu moins présents, proches des startups comme les vôtres, comme on dit, les pépites de la PropTech. Et là aussi, vous avez peut-être des infos à nous donner là-dessus. Où en sont les investisseurs? On l'a pas trop ressenti. Comment vous êtes financé? Nous, on est en fonds propres pour le coup, donc on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de projet de rachat, mais on a effectivement régulièrement des personnes qui viennent nous voir, soit pour nous demander où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on cherche à lever des fonds. Donc il y a quand même des gens qui sont prêts à investir dans des startups qu'ils ont identifiées, ou voire même des personnes qui s'intéressent même à la techno qu'on propose, mais je pourrais en discuter un peu plus en détail par la suite. Mais globalement, on n'a pas senti de frein, si ce n'est que, il y aura quand même un bémol, c'est que on est dans un cercle d'entrepreneurs et nos collègues d'autres startups nous font quand même savoir que le marché n'est pas très positif pour tous les investisseurs et que les gens sont plutôt très prudents sur justement leur investissement. Voilà. Ce qui est raisonnable. Oui. C'est-à-dire que le tout investissement pour que de la croissance qui revient sur de l'investissement pour entreprise rentable, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça. Mais les gens demandent un peu plus de chiffres, de preuves, sont aussi plus peut-être dans l'attente de résultats. Avant, j'ai l'impression qu'on montait une start-up, c'est bon, il y avait 10 boîtes qui se proposaient pour la racheter avec des sommes astronomiques. Là, c'est le retour plus du raisonnable, mais ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que les boîtes qui vont perdurer seront a priori plus fiables et plus stables. Alors vous l'avez évoqué, Olivier, la BCE a baissé ses taux. Là, j'imagine que c'est une bonne nouvelle aussi pour le marché 2025. Oui, c'est une C'était attendu. C'était attendu, c'est une bonne nouvelle. On a, nous, la conviction, on va dire, quand on analyse et quand on entend un peu ce qui se dit, on pense que ça va continuer.
Les plus ambitieux, les plus optimistes Ouais. imaginent même aller s'approcher des 2 en décembre 25. Nous, on pense qu'on sera entre 2 et 2,5 sur le second semestre 25. Ça, On pourrait arriver à 2 fin 2025. oui, en tout cas, nous, on pense que C'est- passer sous la barre Ça des... paraît beaucoup, sous hein. la Enfin, barre ça des paraît deux- un peu ambitieux, non? Bah, Ok, on en reparlera au Ok. prochain. d'accord. prochain, mais on pense que nous, on sera sur le second semestre, on sera en deçà des 2,5. Ok. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, emprunter à 3, emprunter à 2,9, comme on l'a Mhm. aujourd'hui, enfin à 3,25, ça reste de très 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 bons taux, hein. Donc là, Bien aujourd'hui, sûr. les Français disent, là, le marché redémarre grâce à... On est bien là en termes de taux. Ça a été un peu, on verra ce qui va se passer, mais ça a été aujourd'hui les annonces de Michel Barnier, hein, sur les droits de mutation, alors qui sont là aussi à la main, on l'oublie souvent, hein, qui sont à la main Oui. des départements, hein. Donc c'est pas une loi qui s'impose. C'est que Barnier a dit, je vous rends Michel Barnier a dit, je vous rends la main, je vous donne la main, vous pouvez augmenter ces droits de mutation, à vous de le faire. Ça correspond à peu près à 500 euros par tranche de 100 000 euros de prix, du prix du bien. Donc ça impacte et ça vient diminuer de l'ordre de 30% l'effet de baisse des taux. Mais on pourrait dire que là, l'annonce de Michel Barnier d'il y a quelques mois, avec la baisse de la semaine dernière de la BCE, gomme pour l'acquéreur, gomme l'effet d'annonce. Donc là, Ouais. la baisse des taux est venue compenser, si c'est voté, hein, si ça passe, l'augmentation des droits de mutation, si les départements souhaitent le faire. Enfin, en tout cas, cette baisse des droits de mutation, le prochain gouvernement doit les conserver, mais qui ne concerneront plus que le marché de l'ancien, et les primo-accédants aussi en seront retirés. Ouais, j'imagine. Donc c'est une chose je que pense le que gouvernement doit maintenir, Je pense que doit ce sera garder une ce mesure cap. qui sera maintenue. De toute Ouais. façon, comme effectivement c'est à la main des départements malgré tout, il y a des départements qui ont nécessité à augmenter. Mhm. Mais parce qu'ils ont des ressources qui sont insuffisantes en fonction du vieillissement de la population. Moi, je vois très bien en Finistère, on a un vieillissement tel et puis une population qui vient occuper nos territoires qui est très vieillissante. Donc, effectivement, comme ils sont en charge justement de tout l'accompagnement du vieillissement, peut-être qu'ils le saisiront. Parce qu'il y a une nécessité aussi pour nos territoires de maintenir un niveau d'exigence au niveau de l'accompagnement. Donc c'est cohérent. Au bout d'un moment, tout ce que l'on prend comme taxe ou impôt, il est fait au bénéfice aussi de d'autres. Faut le voir aussi comme ça. Dès lors qu'il y a un effet tampon de toute façon avec des taux qui baissent, l'impact ne sera pas forcément si fort que ça. Ouais. Donc je pense que de toute façon, face à l'instabilité politique qu'on connaît, on a besoin d'avoir une stabilité aussi dans les annonces et les projets. Il faut arrêter de revoir les choses constamment. Il faut aussi reprendre des dispositifs, tester, voir comment ça évolue. Et c'est capé. Enfin, on ne va pas se retrouver dans quelque chose non plus... Et en fait, c'est ce grand écart depuis quelques mois entre Gabriel Attal qui annonce exonération de droits de mutation pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros. 4 mois après, Michel Barnier dit on va augmenter les droits de mutation. Bon, ce qui est plutôt intéressant, c'est un grand écart qui est quand même... c'est compliqué à s'y retrouver. Par contre, ce qui est bien, le point positif, c'est qu'ils ont au moins entendu tout ce qu'on dit depuis pas mal de mois, primo-accédants. Donc, épargner les primo-accédants, ne taxez pas les primo-accédants, aidez les primo-accédants à devenir propriétaires. Pour une raison majeure, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on a parlé de la location courte durée, mais pour détendre le marché de la location. Je rappelle toujours, un locataire qui ne devient pas primo-accédant bloque le marché de la loc. Et la location, c'est devenu invivable pour trouver une location dans les grandes métropoles ou dans certaines villes. Donc aujourd'hui, permettre aux primo-accédants qui étaient auparavant un locataire d'acquérir un bien avec des taux qui sont aujourd'hui devenus raisonnables, avec des droits de mutation qui n'augmenteraient pas, ou une exonération, peu importe, je ne sais pas ce qui sera voté, va détendre le marché de la location. Et ça, c'est aussi majeur pour casser tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, sur je ne trouve pas de location pour ma mutation, pour mes études. Donc ça, c'est majeur. Si demain, le gouvernement et les députés gardent en cible les primo-accédants, on les épargne pour leur permettre d'acquérir leur premier bien, on dira que tout ce qui sera voté sera plutôt acceptable pour le marché. Oui. Bon, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Hein. Je me permets de juste ajouter, même sur les donations entre générations, c'est à vocation d'aller vers les primo-accédants, leur donner un petit pactole pour pouvoir justement acquérir le bien. Donc on reste dans ce fléchage-là, et je pense que c'est ce qui est utile. Et vous, Madame la députée, qui êtes dans les coulisses, est-ce qu'on sent que cette mesure va être conservée concernant les primo-accédants? Alors pour l'instant, déjà, on n'a pas de gouvernement, donc c'est très difficile de savoir ce qui sera.
mais je ne vois pas Oui. pourquoi elle ne le sera pas. Enfin, Oui. il y a un moment où, de toute façon, toutes les réalités vont dans ce sens, tous les acteurs vont dans ce sens. D'un moment, on ne va pas contre-courant. Enfin, il faut être un peu logique. On a tellement de difficultés politiquement actuellement que d'aller contre-courant d'une mesure qui était acceptée et acceptable, voilà, il faut le faire. Très bien. Alors on va changer complètement de sujet et je vais me tourner vers vous, Romain. On va parler intelligence artificielle. Sujet à la mode, c'était d'ailleurs la grande thématique du dernier salon Rent, le salon français de la PropTech. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a concrètement apporté dans le changement, dans le quotidien des agents immobiliers? Si on pouvait donner quelques exemples très concrets. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était le sujet à la mode. Alors depuis même début 2023 avec l'arrivée de ChatGPT. Ah oui, ça on en a beaucoup parlé. Ouais, c'était. Mais il n'y a pas que ChatGPT. Non, mais c'était vraiment la porte d'entrée qui a ouvert le champ des possibles sur l'usage de l'IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'agents immobiliers, d'agents augmentés, puisqu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui existent pour leur permettre de faire mieux dans la journée, faire plus de choses dans la même journée, leur dégager du temps pour être plus proche de leurs acquéreurs, de leurs vendeurs, d'être sur le terrain. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Ce n'est pas des outils qui ont vocation à remplacer l'agent IMO, mais qui sont là vraiment pour l'améliorer et lui permettre de faire plus de choses. Donc concrètement, les exemples aujourd'hui sur l'usage de l'IA, ça va être des outils d'aide à la rédaction d'annonces, des outils d'aide à la rédaction de comptes rendus de visite, des outils d'aide à la génération de vidéos de présentation d'un bien. On va forcément parler de homestaging virtuel. Donc tout ça permet de faire plus de choses et surtout pour moins cher. Avant, c'était souvent des tâches qui, comme prenaient du temps, coûter de l'argent, et donc maintenant on a ces outils qui permettent de faire plus de choses. Le contre-pied par contre, c'est que on a vu plein d'outils arriver et ça devient compliqué pour un agent immobilier qui n'est pas dans la tech, pas dans la PropTech, de s'y retrouver, d'arriver à choisir les bonnes solutions, de comprendre comment bien les utiliser pour qu'elles soient réellement efficaces. Et là, je pense qu'Olivier l'a bien compris, c'est bien le rôle des réseaux, je pense, de sélectionner les bons partenaires, de les tester, de les valider et de les intégrer dans un process pour que l'usage soit le plus clair possible, et forcément la formation qui est indispensable parce qu'il faut montrer former les clients, c'est ça, former les clients. Non, pardon, former plutôt les mandataires, les agents IMO. Oui, vos clients, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement, pour que ils sachent que déjà l'outil existe et qu'ils puissent commencer à l'intégrer dans leur quotidien. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Nous, moi, je suis dans la PropTech au quotidien. J'ai l'impression que ça y est, on a tout révolutionné. Tout le monde utilise l'IA. La réalité terrain, c'est pas du tout le cas. Nous, on fait des webinaires quasiment toutes les semaines et on a toutes les semaines des gens qui nous disent on ne connaît pas l'IA, on ne connaît pas les outils et qui du coup sont assez bluffés par tout ce qu'on est capable de faire par l'IA. Et ce sont des investissements importants pour vous d'intégrer l'IA dans vos solutions? Alors non, c'est pas forcément des investissements importants parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent qu'on appelle open source, donc qui sont disponibles gratuitement et qu'on peut s'approprier ensuite et du coup on installe sur nos serveurs. Donc on est propriétaire de notre techno sans avoir à la développer par ailleurs. Donc ça paraît assez incroyable. Donc investissement plutôt modéré. Et après c'est de l'investissement pour développer, faire évoluer la solution et faire en sorte qu'elle soit vraiment adoptée par nos clients. Parce que finalement l'objectif c'est que les agents IMO puissent s'approprier ces solutions et mieux performer dans le contexte actuel. Parce que Oki fait du homestaging virtuel. Sans l'IA, ce serait quoi Oki finalement? En quoi l'IA améliore votre solution? Avant l'IA, c'était des petites mains, des décorateurs d'intérieur sans dénigrer leur travail parce qu'ils apportent quelque chose que n'est pas aujourd'hui capable de faire l'IA, mais globalement, c'était un décorateur d'intérieur qui prend votre photo et qui va positionner des meubles, faire un agencement, faire un rendu 3D et vous soumettre cette proposition. Donc ça, c'était fait par des petites mains. Aujourd'hui, c'est une IA en 10 secondes qui est capable de mettre des meubles, de redécorer et d'amener une projection. Et surtout une projection qui va être adaptée à la personne qu'on a en face de soi. J'ai un couple de retraités, je ne vais pas lui proposer la même déco qu'un jeune couple avec enfant. Donc l'IA permet aussi cette personnalisation assez fine des rendus. Et l'IA dans la PropTech, ça va être quoi demain? Est-ce qu'il y a des pistes? Ouais, complètement. Ça va être quoi j'ai commencé à réfléchir à des nouvelles briques d'intelligence artificielle pour demain, ça va être quoi? Ouais, alors sur 2025, on parle beaucoup d'IA conversationnelle. Donc concrètement, c'est des assistants virtuels qui vont être capables de réaliser des tâches de manière autonome, donc au quotidien. J'ai 2 exemples très concrets en tête pour nous faire rêver ou nous effrayer. Ça dépend de comment on se positionne. Mais globalement, déjà au niveau de la prospection, on sait que au niveau de la
base prospect acquéreur, déjà, c'est des infos qui sont assez faiblement renseignées dans les outils de CRM au niveau des conseillers IMO. Ils n'ont pas le temps de renseigner leur base acquéreur et ils ont encore moins le temps de l'animer. Ouais. Donc aujourd'hui, avec ces IA conversationnelles, on va être en capacité de dédier cette tâche à des petits logiciels qui vont pouvoir envoyer des messages, que ce soit par SMS, par WhatsApp, voire même par des appels téléphoniques, et qui vont pouvoir relancer ces personnes, mais pas juste avec une notification « Bonjour, votre projet est-il toujours d'actualité ?» mais elle va être capable de rebondir sur la réponse qu'on va leur fournir et lui dire, tiens, votre projet d'achat dans le 78 est toujours d'actualité, super, regardez, j'ai des biens qui sont arrivés, est-ce que ça vous intéresse de positionner un rendez-vous? Ça me place mon rendez-vous sur mon agenda, ça met à jour le CRM avec ce que me fait passer la personne. Donc voilà, des assistants virtuels qui seront capables de faire des tâches de manière autonome. Et j'ai un autre exemple en tête, c'est au niveau des portails d'annonces. Je pense que l'usage va pas mal se modifier dans le sens où aujourd'hui, enfin demain plutôt, on sera en capacité d'exprimer un besoin de recherche vis-à-vis d'une recherche de biens et ces agents IA seront en capacité de me pousser des biens et surtout de comprendre que moi, les besoins que j'ai évoqués, peut-être qui sont pas fermés et peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent... Bien comprendre les besoins de l'acquéreur. Ouais, exactement, et même aller au-delà et surtout de mettre à jour ses besoins. Par exemple, vous avez défini un périmètre géographique par rapport à votre temps de trajet. Si demain, il y a une gare de métro qui arrive dans une ville, cette ville, normalement, elle devrait être ajoutée automatiquement à votre zone de recherche. De la même manière, il y a une école qui est construite dans un quartier. Ce quartier devient intéressant pour vous. Vous recherchez 3 chambres, et peut-être qu'une maison avec 2 chambres, mais avec une chambre qui peut être cloisonnée en 2, ça peut vous intéresser. Donc voilà, l'IA va être capable de comprendre toutes ces petites subtilités qui aujourd'hui ne sont que des cases à cocher sur les portails, et donc de nous pousser des choses normalement qui seront plus pertinentes, toujours dans l'optique d'accélérer le processus de vente et de trouver l'endroit où vivre. Et les mandataires IAD sont demandeurs de nouvelles technologies, de solutions IA notamment? Ils sont demandeurs, ils se forment beaucoup. Nous, l'IA, on appelle ça chez nous l'assistant intelligent. Que nous, on est convaincus que l'IA ne remplacera pas l'homme, mais l'homme sans IA sera moins efficient que celui qui en a un. Okay, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de tâches chronophages, sans valeur ajoutée, qui vont être remplacées par ces petits modules d'intelligence artificielle, qu'il faut l'avoir. Donc aujourd'hui, on a, je crois, 25% du réseau qui est formé à ChatGPT et ChatGPT IMO. Donc alors, il y a des choses qui sont chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on propose des annonces par l'IA à nos conseillers. C'est-à-dire qu'ils ont signé un mandat, ils remplissent les champs habituels, l'IA leur propose. Et évidemment, ils viennent l'amender, le corriger. Je répète, j'aime à dire à chaque fois, la première défi, c'est les fautes d'orthographe. Il n'y a plus de fautes d'orthographe dans ce que j'envoie. Donc c'est quand même très rassurant pour ceux qui sont un peu fâchés avec l'orthographe. C'est important. On a évidemment toute la partie correction de photos, c'est-à-dire que là aujourd'hui on dit on corrige, mais un appartement vide, vacant, comment je me projette? Pas évident de se projeter. Donc là, on vous aide, vous allez en faire quoi? Vous voulez un espace de vie, vous êtes plutôt cuisine américaine, vous êtes plutôt cuisine fermée, vous êtes plutôt salon salle à manger, salle. Bref, tout ça est très pratique. Et ensuite, on a tout ce qui va être inventé demain, mais nous on le voit vraiment comme un assistant qui va me permettre de gérer toutes ces tâches chronophages et pour me rendre, moi, du temps riche avec mon client vendeur, avec mon courtier, avec mon notaire, avec, bref, toutes les personnes qui sont dans notre écosystème. Exactement, donc du temps riche plutôt que d'être accaparé par des tâches, on va dire, quotidiennes qui étaient auparavant laborieuses. Très bien. Je peux poser une question? Mais bien sûr, donc, du coup, la question que je voulais poser, c'est savoir du coup, est-ce que ce coût-là, vous l'intégrez ou au contraire, comme vous avez des décharges justement d'activité derrière, c'est à coût identique pour l'acquéreur ou pas? Et deuxièmement, j'ai une question pour Romain aussi. Alors moi, je passe mon temps à faire des plans. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, vous utilisez ChatGPT aussi également? Non, moi non plus, pour être tout à fait franc avec vous. Pour être honnête, pas encore. Je regarde parce qu'on me le montre souvent. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que derrière, dans votre développement, il y aurait aussi un usage pour les particuliers ou pas qui est prévu dans le développement de votre entreprise? Olivier, si tu veux commencer. Alors nous, sur la partie des coûts, on a toujours 2 choses. Il y a tout ce qui est intégré directement chez nous dans l'abonnement mensuel. Par exemple, les annonces. Et en fait, nous, tout ce qui concerne globalement plus de 50% des conseillers est intégré donc à ISO coût pour nos conseillers. Si par contre on est sur une niche,
de quelques conseillers, quelques conseillers, c'est quelques centaines, néanmoins. On dit l'abonnement, vous le prenez en direct. Donc on a des accords avec des abonnements préférentiels pour nos conseillers, parce qu'on ne veut pas faire supporter le coût d'une solution qui ne serait utilisée que par 10 ou 15% du réseau. Et nous, dans le succès, on l'a fait aussi avec Oki, puisqu'on est partenaire. On a plusieurs centaines de conseillers qui sont abonnés et utilisateurs. Nous, on a monté un club utilisateur. Parce que là, quand vous dites je n'utilise pas ChatGPT, vous n'êtes pas non plus en dehors. Il y a une grande majorité des Français qui n'utilisent pas encore. Nous, on a un club utilisateur de plus de 400 personnes, 400 conseillers, à qui on fait tester les solutions, à qui on fait tester les évolutions. Et tant qu'on n'a pas obtenu plus de 80% de taux de satisfaction de la solution, on ne la livre pas au réseau. Donc on dit là, on ne livrera pas ça, donc on le teste quelque part, on le co-construit avec ces 400 utilisateurs du terrain. Et vous en testez beaucoup par an ? Ah oui, beaucoup, c'est des dizaines par an. Et parfois c'est juste par petits groupes. On dit voilà, toi tu es plutôt un expert du neuf. Alors sur les 400, certains font de la location. On dit tiens, il y a une solution de location, on va le tester. Quand on fait une location de retouche, le homestaging par l'IA, bon là on le fait tester par les 400. Donc tu vois, on a soit une solution qui est pour l'ensemble du réseau, les 400 la testent et la co-construisent. Et si c'est sur une niche, sur un métier, sur une activité un peu plus particulière et plus confidentielle, là on prend les experts des 400 et on dit voilà, vous êtes 15 à maîtriser ça au quotidien parce que vous avez décidé de faire l'entreprise e-commerce par exemple. Alors la solution, vous la testez et on la mettra ensuite en déploiement pour l'ensemble du réseau. Très bien. Et du coup, donc, la question sur l'accessibilité aux particuliers, alors c'est quelque chose que nous, on ne fera pas directement avec Oki, mais qui sera proposé par nos clients, puisque nous, toutes nos technos, toutes nos fonctionnalités est disponible via une API, c'est-à-dire que n'importe quel logiciel, site, portail d'annonce, par exemple, peut intégrer du homestaging via notre API. Et donc concrètement, c'est plutôt une volonté de la part des portails, sans les nommer, de pouvoir proposer directement sur une annonce le fait de pouvoir redécorer. Moi, je suis particulier, j'arrive dans une maison avec des photos qui ne me conviennent pas, je vais pouvoir choisir mon style et redécorer cette photo directement sur le portail. Donc c'est des choses qui vont arriver. Mais il y a d'autres problématiques, notamment de qui supporte le coût, puisque quand on parle d'IA, à chaque fois que vous cliquez sur un bouton générer, c'est un serveur qui tourne, c'est de l'énergie qui est consommée et ça coûte de l'argent. Et il y a un sujet de propriété. Je rappelle que les mandats et les photos n'appartiennent pas au portail, mais appartiennent au mandataire. Oui, effectivement. Donc voilà, plein de choses à creuser, mais clairement, ça arrive très prochainement. C'est assez génial. C'est assez génial de voir tout ce qui peut... Quasiment tous les jours, on a une nouvelle fonctionnalité qui sort en IA. Tout à fait. Mais il y a quand même une problématique de comment je fais pour rendre cette techno hyper avancée, la plus accessible possible. Et nous, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment au quotidien, avoir une interface utilisateur qui soit vraiment la plus simple possible pour que la personne, en une demi-heure, même pas, comprenne comment l'outil fonctionne et puisse se l'approprier. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans un logiciel avec des boutons dans tous les sens et se dire, alors ça a l'air génial quand j'ai vu la démo, mais là, je suis incapable d'obtenir ce que je veux en moins de 10 secondes. Très bien. Par exemple, toi, on pourrait très bien demander à la sortie du webinaire, de demander à ChatGPT le résumé de ce qu'on s'est dit. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, on travaille... De la vidéo en retranscrit écrit, c'est possible ça ? Un compte rendu, ou tu lui demandes même un compte rendu. Est-ce que tu pourrais, en 5 mots-clés, en 5 phrases clés, me dire ce qui a été évoqué, etc. Et nous, on travaille ça sur les comptes rendus de nos réunions, parce que tu vois, être à la fois attentif, participer, prendre des notes, c'est jamais très évident. On dit, comment tu as un compte rendu qui t'est proposé, on dit, voilà, je retiens les 5 points majeurs, les 5 décisions. Alors après, ça nous oblige, nous aussi, un peu à structurer, mais ça peut être, c'est aussi un point très intéressant. Clairement. J'ai raté l'émission, j'ai les 5 points majeurs qui ont été évoqués. Alors, il nous reste quelques minutes. Anna Eglemer, vous avez été nommée le 2 décembre, je crois que c'était le 2 décembre. Oui, juste avant la censure. Juste avant la censure. Juste avant la censure. Donc, présidente du Conseil national de l'habitat. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce que ce conseil, peut-être, quelle est la mission de ce conseil, et puis si vous avez peut-être une première ébauche de votre feuille de route à partager avec nous. Alors, le conseil, en fait, il est constitué de l'ensemble des acteurs en fait, liés au logement, notamment, et ça permet en fait c'est consultatif. Donc, j'ai un peu découvert. Organe consultatif, oui. Voilà, et vous succédez à Lionel Causse, je tenais à le rappeler. Voilà, je succède à Lionel Causse, donc je m'inscris dans la continuité, pas dans la rupture, parce que Lionel a très bien fait son travail. Ça s'est heurté à effectivement des dissolutions qui ont fait qu'il y a une alternance homme-femme à ce poste. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais du coup, c'est consultatif. Alors, j'ai eu mon premier conseil lundi, donc du coup, je sais exactement, concrètement, maintenant comment ça se passe. Effectivement, on analyse les décrets, on donne un avis sur les décrets.
avant publication du décret. Donc du coup, c'est vraiment du consultatif, mais ça permet peut-être pour nous de mettre en avant des points qu'il va falloir peut-être reprendre, retravailler. On voit qu'il y a eu des évolutions. Par exemple, le point de lundi était sur Mayotte. Oui, d'accord, ok. Donc c'était en amont, en fait, l'ordre du jour était en amont de la situation qu'on connaît actuellement. Donc du coup, il va falloir, on a beaucoup discuté et qui du coup nous avancera peut-être sur les projections à venir. Maintenant, sur la feuille de route, comme je dis, je ne suis pas ministre, c'est la ministre qui donne une feuille de route. Maintenant, nous, l'objectif, il est quand même de concentrer des sujets et d'avoir des travaux communs avec tous les membres du Conseil national. Il va falloir trouver un axe prioritaire. Moi, comme je dis, je suis très sur le parcours résidentiel. Oui, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement Moi, il y a plusieurs. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y en a un où je trouve effectivement c'est le parcours résidentiel qui est important. L'adaptation du logement aux phases de la vie. Je trouve qu'on n'anticipe pas assez le vieillissement, le handicap, les situations de jeunesse où il y a besoin de la domotique, parce que voilà, c'est fun. Mais la domotique, on a besoin aussi plus tard, dans un âge plus tardif. Je trouve que cette notion-là n'est pas suffisamment anticipée sur nos territoires. Voilà, je trouve que c'est vraiment un point important. Deuxième point, c'est très important, c'est le lien entre le propriétaire et le locataire. Il faut le rassurer, ce lien-là. Il y a un défaut de confiance actuellement. Tout le monde ne passe pas par de l'intermédiation, etc. Donc, du coup, il n'y a pas toujours la confiance réciproque. Et je pense que c'est ce qui fait qu'actuellement, beaucoup de gens sont réticents à louer leurs biens. Et il y a vraiment quelque chose à creuser en termes de notamment au niveau de la charge de l'assurance. C'est ce que vous disiez au congrès FNIM, je vous ai entendu lors d'une table ronde. Oui. Faire supporter la charge de l'assurance aux bailleurs. Après, j'ai un peu lancé ça pour lancer le sujet. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et effectivement, après, il faut distinguer, parce que certains ont voulu m'embarquer dans une notion de liste de mauvais payeurs. C'était pas du tout l'objectif. C'était pas du tout le sujet. Pour moi, il y avait une question de cohérence, c'est-à-dire que je fais le parallélisme avec, effectivement, les voitures. Il ne faut peut-être pas le faire, mais j'accepte de me tromper. Je lance un peu des messages et j'attends qu'on me ramène, en fait, des idées. Je trouve que le locataire, c'est lui qui prend le risque d'un impayé. Je veux dire, comme quand on prend sa voiture, on a un risque d'avoir un accident. C'est pas péjoratif, c'est comme ça. C'est au niveau de la vie, ça peut arriver. Et c'est vrai que pour l'instant, la charge, elle est au niveau du propriétaire, qui des fois la répercute quand même au niveau de son loyer. Il ne faut pas non plus être complètement innocent sur le fait. Mais je trouvais que c'était peut-être bien de se dire que, il y a la garantie Visale, qui serait peut-être l'équivalent même d'une CMU. Et de l'autre côté, on a une mutuelle qui serait une garantie personnelle. Donc, qui serait en lien avec un assureur ou autre, qui permettrait un suivi, un conseil. Ça permettrait aussi de conseiller par rapport au niveau d'endettement des gens, parce qu'on ne le connaît pas forcément en amont d'une location. Donc, on aurait plutôt une vision plus globale que n'a pas le propriétaire et que ne peut pas solliciter le propriétaire. Donc, c'est plutôt un lien qui serait peut-être intéressant, sans identifier si la garantie, elle est garantie Visale ou garantie privée. Voilà, il faudrait qu'on trouve un moyen. Je ne sais pas si c'est une solution, ce n'est pas forcément la bonne. J'ai eu Michael Nogal qui avait travaillé aussi sur ce sujet, qui m'a dit c'est peut-être pas la bonne solution, mais on en rediscute. Voilà. Mais au moins qu'on tourne un peu les méninges sur ce sujet-là, parce que ce qui remonte beaucoup encore, c'est j'ai peur de l'impayé. Même s'il ne passe pas toujours en litige tribunal, il y a quand même des fois des impayés qui heurtent une vie et qui heurtent les gens. Ils sont modestes en termes de volume, mais quand ça vous arrive, ça peut être très, très lourd. Donc voilà, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Et d'autres pistes, et d'autres sujets, bien sûr, que vous allez aborder en groupe de travail, j'imagine, bien sûr, c'est comme ça que vous allez Voilà, il y a encore des groupes de travail qu'il avait instaurés, que Lionel Cos avait instauré, notamment sur la rénovation, sur le logement des jeunes. Ça, il faut continuer à le faire. Je pense que c'est... Voilà, il y a des choses à mettre en place de toute façon régulièrement sur le reste des temps. Mais maintenant, il y a quand même une crise, donc dans les crises, on gère aussi des priorités. Bien sûr. Donc, voilà, on ne va pas non plus s'étendre sur des Très sujets bien. Très bien. XY. Le mot de la fin pour vous, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à IAD pour 2025 ? D'abord, souhaiter à chacun d'entre nous la meilleure des santé et le bonheur pour l'année prochaine. Nous souhaiter de continuer à changer des vies. La vie de nos mandataires qui nous rejoignent, mais
aussi, parce que cet échange est intéressant, la vie des gens qui cherchent un logement. Le logement, c'est la priorité numéro 1 des Français. Tu sais qu'on a une fondation, nous, qui accompagne des associations sur le mal logement, et on voit des cas très difficiles. Et donc, je dirais qu'on pourrait souhaiter, non pas y aider, mais à l'ensemble des Français, d'être dans un bien qui leur apporte du bonheur, où ils puissent loger leur famille dans des logements décents pour tous ceux qui en cherchent. Ça pourrait être ça le vœu pour l'année prochaine. Oui. Et que les pouvoirs publics se saisissent davantage encore de ce sujet. Oui, évidemment, parce que depuis maintenant 7 ans, c'est plutôt pas un sujet qui était prioritaire, même si la ministre Valérie Létard est plutôt une ministre... Et en espérant qu'elle soit maintenue, parce qu'effectivement, une ministre de premier exercice... Je sais pas, mais en tout cas, qui a une sensibilité sociale très forte, qui connaît les sujets. Elle était dans le nord de la France, elle a fait beaucoup de choses autour des logements sociaux pour les gens. Donc oui, d'accompagner, mais je pense que le mot qui était intéressant tout à l'heure, c'est il faut rassurer, si on reste sur la partie, il faut rassurer les investisseurs. Les investisseurs ne sont pas rassurés parce qu'ils ne voient pas vers quelle fiscalité ils vont aller. La notion du statut de bailleur privé reste quelque chose sur lequel nous, on est très pushy. Et le second, c'est de rassurer aussi sur les revenus qu'ils puissent avoir. Donc, c'est les 2 points. Mais donc, pour revenir sur les vœux, donc, que chacun ait un logement décent qui correspond à ses attentes, dans lesquels il passe de beaux moments. Voilà. Très bien. Anaïg Lemeur, merci 1000 fois d'avoir participé à ces échanges avec nous. On était ravis de vous avoir avec nous. Romain Bertrand également, merci 1000 fois. Merci Christian pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et Olivier, merci 1000 fois également. On était ravis de partager ces 4 webinaires avec vous tout au long de l'année 2024. On vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une très bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.